Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me touche particulièrement, celui de l'orientation scolaire et plus globalement de la prise de décision pour devenir acteur de son futur. Hector Balas est passionné d'orientation scolaire et a créé Impala, un outil d'orientation pour les professeurs, les établissements scolaires et les parents. Hector l'a bien compris, le vrai challenge aujourd'hui de l'orientation scolaire est d'apprendre aux enfants, le plus tôt possible, à déconstruire les stéréotypes et les biais professionnels, à savoir prendre des décisions, s'écouter et s'affirmer pour se diriger vers la voie qui nous anime vraiment, sans se fier à l'environnement social, à la vie des parents, des professeurs ou même des camarades de classe. Je vous laisse donc découvrir les propos d'Hector, qui sont fins, réfléchis et animés d'une réelle volonté de laisser aux jeunes construire leur propre vie. Bonjour Hector, je suis super contente de pouvoir t'interviewer aujourd'hui pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'orientation scolaire. Donc pour démarrer cet entretien, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ton parcours et notamment que tu nous dises comment tu as vécu ton orientation scolaire à toi. Bonjour Stéphanie, bonjour Sylvie. Alors, mon parcours personnel, alors moi j'ai jamais eu vraiment de problème avec l'orientation en réalité. J'étais dans un collège à Paris où je faisais élever un japonais. C'était une technique de ma mère pour pas que j'aille dans mon collège de secteur qui était un petit peu dur. Et donc je me suis retrouvé dans ce collège-là où j'étais premier de la classe avec félicitations tous les trimestres et en fait progressivement j'ai grandi, on va dire, de la puberté et je suis passé de premier de la classe à deuxième, troisième, etc. Mes notes ont chuté, sont passées de 16 à 15, puis le 15 sont en 14, puis en 13, puis en 12. Je me suis retrouvé à 9 de moyenne en première générale. Alors jusqu'à ce moment-là, je me suis pas vraiment posé trop de questions. C'était assez évident de continuer sur une filière générale. Enfin, ça correspondait à mon milieu social d'une certaine manière, et puis ça correspondait aussi à l'idée que j'avais à l'époque pour mon orientation, enfin aux idées que j'avais, qui étaient globalement soit devenir entrepreneur, soit devenir astrophysicien. J'avais d'ailleurs fait mon stage d'astrophysique en troisième, à l'Institut d'astrophysique de Paris quand j'étais en troisième. Et donc je suis arrivé en classe de première et là d'un seul coup non seulement mes notes ont commencé à chuter de manière beaucoup plus drastique, mon comportement aussi, et les profs ont commencé à me repousser vers la sortie d'une certaine manière, à me dire Hector, juste manifestement toi t'es pas trop fait pour les cours, l'amalgame est vite allé à t'es pas trop fait pour travailler, et du coup je me suis beaucoup construit un peu contre, c'est-à-dire plutôt que de me dire j'ai envie de faire ça, je me suis plutôt dit je vais leur prouver que je peux le faire. Et j'ai pas vraiment changé d'avis, c'est-à-dire que je savais que je voulais toujours soit devenir entrepreneur, soit devenir astrophysicien. Mais en tout cas, j'avais trouvé une motivation alternative, qui était une motivation, finalement, je voulais prouver aux autres que j'étais capable. Et que c'est pas parce que j'avais des mauvaises notes que j'étais pas capable de le faire. Et donc, finalement, j'ai trouvé des petites techniques pour pas me faire virer du lycée. Donc, typiquement, je suis devenu délégué de mon terminal, où je me débrouillais pour que toutes les conneries que je faisais, personne les voit. Et finalement, j'ai eu mon baccalauréat avec 10,3 de moyenne. Je suis rentré en classe préparatoire où j'ai vraiment rencontré de l'intérêt pour ce que je faisais, pour ce que j'apprenais, parce que c'est moi qui avais fait ce choix-là. Et j'avais fait ce choix de travailler, j'avais fait ce choix de partir en prépa pour ensuite monter ma boîte. Et résultat, je suis passé de dernier de ma classe en prépa en commençant avec 2 ou 3 de moyenne, parce que c'était un peu la cata, à nouveau premier de ma classe. Et je suis rentré à l'ESSEC 2 ans plus tard.
où j'ai été un peu confronté à une forme d'à la fois d'extraordinaire opportunité, parce qu'il y a plein de possibilités quand tu rentres à l'ESSEC, puis à la fois de forme d'hypocrisie aussi, entre la promesse de développement humain, la promesse de développement de l'esprit critique, la promesse d'une forme d'humanisme, et la réalité un peu dogmatique de l'économie qu'on nous enseignait, et de certains cours, enfin de la majorité des cours qu'on avait. Et là-dessus, ce qui était chouette, je trouve que c'est que je me suis complètement détaché des cours, mais tout en faisant juste le minimum pour pas me faire virer, encore une fois. Et je me suis énormément investi dans le monde associatif. Donc à travers notamment un échange que j'ai fait, enfin pas un échange, une sorte de voyage humanitaire que j'ai fait en Bolivie, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la chance qu'on avait dans le monde éducatif français, où je me rendais compte qu'on était dans un centre pour enfants de mineurs, et il y avait littéralement 4 profs, et il y en avait 2 qui savaient ni lire ni écrire. Donc là, c'est une sorte de petit choc en mode, ah, putain, on a vraiment de la chance. Et je crache peut-être un peu dans la soupe. Euh, Puis à côté de ça, je me suis beaucoup investi. J'étais trésorier d'une association, j'étais président du bureau des élèves. Enfin bref, j'ai fait plein de choses là-bas, où j'ai appris énormément de choses. Je me suis forgé plusieurs convictions sur ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Et entre autres, les convictions suivantes. Le premier, c'est que ce qui m'intéressait, c'était pas tant de faire de la gestion, de l'administration, du management, tout ce genre de choses. Ça m'ennuyait beaucoup. Ce qui m'intéressait, c'était créer des choses et résoudre des problèmes. Deuxième, c'est que l'éducation était le sujet qui allait devenir moteur pour moi. C'est-à-dire travailler dans l'éducation, aider les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et une chose que j'ai découverte, c'est cet attrait pour l'orientation quand j'ai relu mon parcours complet. C'est-à-dire que ce que j'ai constaté, pour l'anecdote, j'étais quasiment dernier de ma promotion à l'ESSEC. Et pour l'anecdote, c'est-à-dire que j'étais quand même premier de ma classe en collège, premier de ma classe en prépa, dernier de ma classe au lycée, quasiment dernier de ma promo à l'ESSEC. Et en fait, ce que je constatais, c'est que quand je trouvais du sens, je me donnais à fond et ça marchait super bien. Inversement, quand je le trouvais pas, je faisais le minimum syndical pour pas me faire virer. Et en fait, quand je relis ça, je constate que pour moi, c'est ça l'orientation, en fait. C'est trouver du sens dans ce qu'on fait. C'est de redevenir acteur de sa propre scolarité. Se mettre dans une posture où on agit à nouveau, où on n'est plus dans le couloir qu'on a choisi à notre place, et on redevient libre, en fait, d'une certaine manière. Et donc pour moi, c'était assez logique d'aller vers de l'orientation, mais avec une définition de l'orientation qui est beaucoup plus éducative, où on va accompagner les gens ou les jeunes pour qu'ils redeviennent acteurs de leur propre vie. Et du coup, pour moi, c'était assez logique. Je me suis jamais trop posé de questions sur qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, etc. C'était assez fluide comme orientation. Et voilà. Et t'as pas eu des personnes déterminantes dans ton parcours ou des programmes qui t'ont poussé vers cette orientation-là? C'est vraiment quelque chose que t'as construit toi-même? Alors, je pense qu'on se construit toujours avec les autres. Et en l'occurrence, là, la manière dont je l'ai raconté de manière un peu grossière et peut-être un peu caricaturale, mais je sais que ma mère m'a énormément donné confiance en moi. Mes cousines, mon frère, avec qui on était très très proches, ont une incidence très forte sur peut-être un peu mon esprit de compétition et mon côté à vouloir donner le meilleur de moi-même. Même quand je faisais des bêtises, je donnais le meilleur de moi-même. Je faisais des grosses bêtises. Et je me souviens, j'avais un prof d'histoire en classe prépa qui a vraiment cru en moi et qui m'a énormément poussé à bosser avec ses propres méthodes qui me convenaient pas forcément, mais en tout cas il m'a vraiment poussé. Il m'a dit vas-y Hector, bouge-toi les fesses quoi. Puis après tous mes amis de lycée et de collège qui sont encore mes meilleurs amis, qui sans me donner des impulsions X ou Y, mais c'est plus une sorte de dynamique qu'on avait avec tous mes potes. On a tous fait des études super pour faire des choses auxquelles on croyait. Et ça, je pense que c'est une forme de mimétisme de groupe qui m'a aussi beaucoup encouragé. Et donc, tu n'as jamais eu l'impression de devoir imposer une voie particulière? Non, jamais. Peut-être aussi, mais au collège-lycée. Mais jamais après. Ouais. Et du coup, donc, tu as lancé ton entreprise qui s'appelle Impala. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Oui, avec plaisir. Alors, donc Impala, j'ai lancé il y a 4 ans pour travailler justement sur cette logique d'orientation sous un angle éducatif.
C'est-à-dire que nous, on a pris la question de l'orientation, non pas en se disant l'orientation, c'est avant tout trouver un métier ou trouver une formation. Et donc, ça se résout avec des jolies fiches métiers ou des vidéos sympas qui expliquent qui racontent la vie d'un professionnel, mais plutôt sous un angle éducatif. C'est-à-dire, concrètement, comment est-ce que je vais apprendre à prendre une décision? Comment est-ce que je vais me découvrir, apprendre à faire mon introspection, apprendre à me lire, apprendre à me comprendre et poser moi-même mes propres choix, poser mes propres décisions. Et en fait, une fois qu'on a conclu que l'orientation, ça se traitait sous un angle éducatif, en fait, on a creusé, et en fait, on s'est rendu compte que l'orientation, c'était extrêmement vaste, extrêmement complexe, et qu'il y avait plusieurs gros enjeux sous-jacents. Donc, d'une part, la déconstruction des représentations sociales. Tout simplement, pour les jeunes issus de milieux défavorisés, comprendre que c'est possible. Les jeunes issus de milieux favorisés comprennent qu'il n'y a pas que la voie royale et qu'il y a plein de voies super. C'est aussi un travail de déconstruction des biais de genre. Pas parce que je suis une fille que je peux pas aller faire des sciences, par exemple, ou inversement, que je suis un garçon, que je suis obligé d'être viril. Donc la première chose, c'est un travail éducatif de prise de conscience. Un deuxième travail sur un travail qui est plutôt un travail d'introspection. Donc, travailler sur soi, apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre, déterminer ses valeurs, identifier ses talents, etc. Un troisième travail qui est projectif, identifier mon idéal pour demain, que ce soit au niveau du métier, mais aussi au niveau de l'environnement, au niveau du sens que je veux donner à mon parcours. Et enfin, une dernière étape plus concrète de construction pragmatique, identifier les prochaines étapes. Et en fait, à partir du moment où on avait identifié qu'il y avait toutes ces étapes-là, on a créé des référentiels de compétences à l'orientation, on a créé des programmes pédagogiques à l'orientation, qu'on a déployés sur des outils numériques, qu'on a déployés dans les établissements scolaires. Et donc, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On développe des outils pédagogiques qu'on déploie dans les établissements scolaires de la 4e à la terminale, à destination des jeunes de 13-14 à 18-19 ans. Et on donne des outils d'accompagnement aux équipes pédagogiques pour qu'ils puissent accompagner les jeunes tout au long de leur réflexion. Donc ça, c'était Impala en 2019. Et à partir de 2020, il y a beaucoup de parents qui sont venus nous voir et qui nous ont demandé si c'est possible d'avoir Impala pour leurs enfants. Alors au départ, on disait non, on ne sait pas le faire, on ne sait pas notre métier, nous, on s'adresse avant tout aux établissements. Et en fait, on a eu tellement de demandes qu'on s'est dit, vas-y, on le tente. Et donc depuis 2020, on a lancé aussi un Impala pour les familles, où on travaille directement avec les parents et les enfants pour essayer de construire un parcours d'apprentissage et d'éducation à l'orientation adapté à eux. Et donc voilà concrètement ce qu'on fait aujourd'hui. C'est génial. Et vous êtes donc parti quand même du constat que le système scolaire actuel était en quelque sorte défaillant pour bien orienter les élèves. Je ne sais pas si on est parti du constat qui était défaillant. Je pense qu'on est plutôt parti du constat qui était complexe, ce processus. Et que le système n'avait pas vocation à orienter quiconque. En fait, on pense plutôt que c'est les élèves qui ont vocation à s'auto-déterminer, à s'auto-orienter, et que pour le faire intelligemment, en conscience et en cohérence, il y avait besoin d'un processus éducatif, réflexif, méthodologique. Et qu'aujourd'hui, en fait, que les 4600 conseillers d'orientation psychologues qu'on a en France étaient extrêmement peu nombreux, beaucoup trop peu nombreux pour le faire, en fait. Et donc, il y avait besoin d'aide, en fait. Il y avait besoin d'aide. Et donc, on s'est dit, on va pas créer une solution magique, on va créer des outils pour outiller, c'est ça, on va créer des outils pour outiller les adultes qui sont actuellement, on va dire, un peu responsables de l'accompagnement à l'orientation, à savoir, d'un côté, les équipes pédagogiques, donc les professeurs, et de l'autre côté, les parents. Parce que j'ai vu notamment sur le blog sur lequel tu écris des articles, cette phrase qui m'a interpellée: le système éducatif est trop linéaire et les voies que nous choisissons nous sont dictées par notre environnement social. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette phrase? Alors ça, alors, je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus. Donc, quand on a commencé Impala, on était pris d'une schizophrénie très classique quand on sort d'école. C'est-à-dire que d'un côté, on a fait un travail de recherche qui était assez approfondi, où on a essayé de comprendre la problématique, on a interrogé les acteurs terrain et les acteurs de la recherche qui travaillent sur l'orientation. Et de l'autre côté, on a appliqué les méthodologies de Lean Startup,
qui nous explique comment créer une boîte simplement. Et en fait, ce processus de recherche, il est plutôt sur un temps long, parce que ça prend du temps de comprendre une problématique dans son essence. Et l'autre côté, la méthode Lean Startup, une méthode qui est extrêmement rapide, où en fait, en l'espace de quelques semaines, on peut avoir quelque chose de concret. Donc on a appliqué cette méthode. Et on a sorti très rapidement, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, un outil qu'on a déployé en ligne, accessible à tous. Et en fait, on a eu la chance qu'on a eu un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale à l'époque, avec l'ONICEP, et on a eu pas mal de retombées médiatiques. Donc on a eu 120 000 utilisateurs en l'espace de 6-8 mois. Et donc sur le principe, c'était très chouette. Nos chevilles ont beaucoup enflé à cette époque-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc en fait, on avait une sorte d'outil qui était sympa. C'était une sorte de moteur de recherche intelligent où tu pouvais découvrir des métiers à partir d'une carte interactive, identifier ensuite les formations qui menaient à ces métiers et les établissements qui proposaient ces formations en France. Et en fait, je me souviens que j'avais eu au téléphone en 2017, je crois, une de nos utilisatrices qui était une de nos meilleures utilisatrices et que j'avais appelé et j'avais dit alors pourquoi est-ce que tu aimes bien Impala? Elle m'a dit ah bah j'adore parce que en fait en l'espace de 10 minutes j'ai trouvé un métier qui me plaisait, j'ai trouvé une formation, j'ai trouvé un établissement et je me suis inscrit. Et là ça a fait bug. Là je me suis mis à bugger. C'est-à-dire que en fait en l'espace de 15 minutes, cette fille qui probablement était dans un état d'anxiété très très fort lié à son orientation avait complètement délégué la prise de décision sur son choix d'avenir à un outil digital qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Et là, je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi. Et en fait, on a creusé, et on a vu que dans le moteur de recherche qu'on avait, le deuxième mot-clé le plus rentré par les garçons, c'était trader. Le troisième mot-clé garçon-fille confondu, c'était argent. On a vu que 90% des filles enregistraient des métiers stéréotypés de filles, social, santé, enfant. Que les garçons enregistraient des métiers de garçons. En gros, jeux vidéo, football et tech. Et un peu de finance. Et en fait, on s'était retrouvé dans une sorte de caricature déterministe de l'environnement social dans lequel on vit aujourd'hui en France. Et quand on a vu ça, c'était un peu une sorte d'effondrement. En fait, on s'est rendu compte qu'on faisait n'importe quoi. Qu'en fait, on avait créé un super système qui améliorait le mimétisme social. Et en fait, c'est là où on s'est aperçu de manière aussi hyper violente en fait que, en fait, avant même de parler de métier, avant même de parler de formation, avant même de parler de soi, il fallait prendre conscience qu'on a des biais, prendre conscience qu'on a des stéréotypes, qu'on a des préjugés, et comprendre qu'il est possible de s'en détacher. Et donc faire un travail introspectif de déconstruction de ces représentations-là. Et en l'occurrence, le système scolaire, par sa construction assez linéaire, c'est-à-dire que quand tu es au collège, tu vas au lycée, quand tu vas au lycée, après, si tu es bon, tu es emmené dans telle ou telle voie, si tu es moins bon, tu es emmené dans telle ou telle voie. En fait, on est très déterminé par notre dossier scolaire. Et que le système scolaire ne nous aide pas à prendre conscience de la réalité dans laquelle on est. Et je pense que c'est ça le point que je voulais évoquer dans cet article. Super intéressant. Sylvie, tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet ? En fait, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le projet d'Hector, c'est qu'il s'occupe de ces problèmes d'orientation avec les enfants très jeunes, c'est-à-dire à partir de 14 ans. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on voit beaucoup de jeunes de cet âge-là. On commence à leur dire, il faut que tu choisisses tes options, il faut que tu choisisses ton orientation. Voilà, donc, est-ce que tu vas prendre des maths, est-ce que tu vas prendre de l'éco, et c'est très très tôt en fait. Ils sont très très jeunes et bien souvent, comme dit Hector, ils ont des stéréotypes et ils savent pas vraiment ce pourquoi ils vont faire. Et c'est souvent l'objet de grande angoisse. Il y en a même certains qui se retrouvent pratiquement en phobie scolaire de cette peur du choix. Et donc, c'est ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est le fait que tu t'en occupes très jeune, en fait, de l'orientation. Parce que souvent, on pense à l'orientation en première et terminale, et c'est tard. Et en fait, c'est bien que le jeune se connaisse plus tôt. Donc, c'est aussi ça j'ai trouvé très intéressant dans ton projet. Et aussi que tu formes les équipes pédagogiques, quoi. Tu ne te contentes pas justement d'avoir un entretien avec le jeune, parce que moi je l'avais fait avec mes enfants, hein. Je les ai emmenés, ils ont eu un entretien, des questionnaires, et la fois d'après on va voir la personne, le psychologue, et il nous dit bah tiens, il est fait pour ci, pour ça. Mais ça me semble un peu court pour choisir une destinée, quoi. Et je trouve qu'il y a justement, comme Stéphanie disait, il y a tellement de gens aujourd'hui qu'on rencontre dans nos formations qui sont en reconversion parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés de voie, en fait.
Et c'est triste de se rendre compte de ça à 30 ans, 40 ans, quoi. À 30 ans, ça va encore, mais à 40 ans, c'est plus difficile, quoi. Donc, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant et que tu commences vraiment très jeune à accompagner les équipes pédagogiques aussi. Tu interviens plus auprès des équipes pédagogiques. Si tu peux expliquer ça, comment vous intervenez en fait dans les établissements scolaires. Alors, donc nous on intervient autant dans les collèges que les lycées. Et donc en gros nous on va considérer les équipes pédagogiques, en l'occurrence ce sont les professeurs principaux, de temps en temps les autres professeurs et puis de temps en temps les adjoints, la direction, la professeure documentaliste, parfois le ou la conseillère d'orientation quand il y en a un dans l'établissement. Et on va faire en sorte qu'ils soient formés aux différents aspects de ce qu'on fait. C'est-à-dire, en premier lieu, comprendre comment fonctionnent les outils qui sont à leur disposition, comprendre comment ils peuvent accompagner et animer une classe, comprendre quel type d'informations ils peuvent récupérer des élèves, et aussi et surtout, en fait, c'est comprendre ce qu'on appelle la pédagogie d'accompagnement à l'orientation. C'est-à-dire que si je vais simplifier un peu à outrance, donc excusez-moi pour ces caricatures, mais aujourd'hui dans les SP et les ISFEC, donc les organismes de formation des enseignants, on fait beaucoup de disciplinaire, on fait quasiment pas de pédagogie. Et du coup, l'image qui en est, c'est que on va avoir des professeurs qui sont extrêmement forts dans leur discipline et qui vont construire leur légitimité sur ce savoir-là. Je suis légitime parce que je sais. Et d'ailleurs, c'est la notion de maître magistral, c'est ça. Je suis le maître, je sais. Et en fait, en orientation, le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est qu'en fait, personne ne sait vraiment. Déjà parce que des métiers, il y en a des milliers, parce que des formations, ça change tout le temps, parce que des réformes, il y en a à l'appel, parce que des passerelles, personne vraiment les comprend. Et donc, en fait, l'orientation, on ne sait pas. Et puis, on n'est pas dans la tête du jeune. On ne sait pas exactement ce qu'il pense, on ne sait pas exactement quels sont ses talents, ses motivations, etc. Par conséquent, il y a un enjeu qui est extrêmement fort de complètement changer de pédagogie. On ne peut plus construire une légitimité parce qu'on sait, on doit construire une légitimité parce qu'on accompagne, parce qu'on est là pour. Et parce qu'on ne va pas connaître la bonne réponse et pousser le jeune à la trouver, mais on va plutôt essayer de faire en sorte que le jeune la trouve alors qu'il n'y a pas de bonne réponse. Et que nous, on la connaît certainement pas. Et donc, en fait, c'est toute une pédagogie, toute une posture qui est complètement différente de la posture que tu peux retrouver traditionnellement dans l'éducation. Et ça, c'est la clé de voûte un peu. Et ceux qui s'en sortent le mieux en orientation, chez les professeurs, c'est ça, c'est ceux qui arrivent à se mettre dans ces nouvelles baskets, à accompagner le jeune et à adopter une posture et une pédagogie d'accompagnement à l'orientation. Et donc nous, comment on fait ? Donc en fait, on intervient auprès des professeurs principaux et des équipes pédagogiques sur une formation qui dure en général une demi-journée, où on va leur donner les billes de cette pédagogie d'accompagnement à l'orientation. Donc là, on a édité à la rentrée un petit manuel pour les enseignants sur cette pédagogie, et on les forme également aux différents outils qu'on met à disposition, comment est-ce que je peux accompagner un jeune, etc. etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si, très bien. Ah, si, c'est hyper clair. Et tu fonctionnes de la même façon pour les parents ? Alors pour les parents, donc là on est en pleine découverte donc en 2020 de la relation et qu'on va entretenir avec les parents et de quel rôle peut jouer Impala dans la relation enfant-parent. Impala traditionnellement on jouait beaucoup ce rôle de médiation entre les enseignants, les parents et les enfants. Donc là on est en train de reconstruire le rôle qu'on joue. Donc pour l'instant, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait, c'est que on a sur les 20 programmes qu'on a, donc on a un programme pour chaque année, donc 4e, 3e, seconde, première générale, première techno, première pro, etc. Et on donne un certain nombre de ressources pédagogiques aux parents pour qu'ils puissent accompagner le jeune. Comme c'est le début, actuellement on appelle tous les parents un par un avec lesquels on travaille. Et on essaie de comprendre ce que eux attendent de l'orientation de leur enfant, ce que eux ils aimeraient avoir comme information pour mieux l'accompagner, et pour leur expliquer tout simplement la démarche et la philosophie d'éducation à l'orientation. Donc pour l'instant, on est en pleine exploration de ça. On est en train de découvrir exactement ce qu'ils attendent, le type d'informations qu'on peut leur faire remonter, mais c'est en pleine construction. Donc c'est un peu difficile pour moi de vous donner une réponse très structurée, alors qu'on est en pleine phase exploratoire. Parce que ce que je me dis directement sur les parents, ce qui doit être très difficile, c'est la posture à adopter. Parce que c'est quand même un sujet assez intime et en même temps compliqué pour un jeune.
de vraiment s'écouter et de prendre une décision? C'est d'autant plus compliqué que quand on est parent, on a plein d'espoir, de croyances, de projets pour ses enfants. Et que parfois, il faut faire le deuil de ses propres projets pour laisser son enfant s'exprimer. Ça, c'est un retour que nous ont beaucoup fait des parents dont les adolescents étaient partis, donc parce qu'ils avaient 20 ans, 25 ans et qu'ils étaient devenus grands. Et c'était le plus dur, c'était de faire le deuil de ce qu'on attendait de son enfant pour qu'il devienne lui-même. Et en pédopsychiatrie, d'ailleurs, c'est ce processus-là qu'on trouve chez l'adolescent, c'est arriver à quitter le cocon familial, déstructurer son environnement social pour le restructurer comme on a envie de le faire. Et donc cette posture de l'adulte, et en l'occurrence du parent, qui a plein de projets, etc., je pense qu'elle est avant tout personnelle, avant avant d'être le support, l'accompagnateur pour son enfant. Donc je suis clairement d'accord avec toi. Et tu aurais un exemple, une anecdote d'une personne justement qui a vraiment pris en main son projet personnel? Alors, en réalité, on en a pas mal. On a un peu de tout. C'est-à-dire qu'on a des cas assez dingues, où on a des élèves qui arrivent en terminale avec leur croyance. Ouais, moi je veux faire médecin. Ok, super. Et puis qui, au fait, au bout de quelques mois, changent complètement d'avis. Se rendent compte qu'en fait, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était que ce métier. Qui, dès qu'ils explorent un peu, se rendent compte qu'en fait, ça leur correspond pas du tout. Et changent complètement, du tout au tout. Donc on se retrouve avec des situations parfois un peu délicates où en fait on est à 3 mois de Parcoursup et le jeune il est en train de reconstruire un projet complètement différent qui le motive à fond, ses notes explosent parce que d'un seul coup il retrouve de la motivation et donc il se donne à fond, mais qui est quand même dans une situation un peu stressante où il s'approche des échéances. Donc alors c'est un peu méta. Alors, je pourrais peut-être en retrouver une ou deux. Alors oui, je me souviens d'un élève, un élève en première technologique qui, alors donc lui, ses deux parents étaient ingénieurs. Donc il avait un biais positif sur le métier d'ingénieur. Mais il était en pleine période de rébellion vis-à-vis de ses parents. Et c'est dans un établissement à Paris où globalement, en fait, le jeune, il refusait de discuter avec ses parents. Et en fait, là où c'était son projet quand il était petit de devenir ingénieur, en fait, il a commencé à le repousser. Genre il disait, non, j'en veux pas. Par contre, il avait une conviction, il en était sûr. Il voulait absolument faire Polytechnique. Donc, quand on était là, ça avait fait un peu rire quand même, puis c'est bon. Et en fait, ce qui était dingue, c'est que donc lui, je me souviens qu'on avait passé, on organisait une session Impala avec une classe comme ça. Et je me souviens que lui, il avait dit ça au tout début de l'heure. Et en fait, on avait fait une session qui avait duré 1 heure, qui était uniquement sur la partie déconstruction des représentations sociales, et une partie 1 heure sur l'introspection. Je me souviens qu'à la fin, il était venu nous voir. Et il avait dit, je crois qu'il faut que je change de projet et qu'en fait, je crois que moi, ça m'intéresse peut-être pas Polytechnique. Et en fait, ce qui m'intéresse peut-être, c'est la robotique parce que en fait, je me rends compte que je suis très connecté au monde des jeux vidéo et surtout au monde du développement. Et en fait, j'ai toujours été passionné par les robots. Et en fait, je me rends compte que, en fait, ingénieur, c'est pas tant que je veux pas ou que je veux, c'est juste que je m'en fiche. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt les robots et l'important, c'est plutôt comment est-ce que je vais le faire. Et donc, j'avais trouvé ça assez chouette à la fin. C'est super, hein. C'est une super jolie histoire. Et vous travaillez beaucoup sur, je suppose, la confiance en soi, du coup, parce que ça doit leur demander beaucoup de travail de s'écouter et de retirer tout ce qui peut leur polluer autour dans leur prise de décision. Alors, c'est un énorme sujet, la confiance et l'estime de soi. En fait, je dirais même qu'il y a 3 gros sujets là-dessus. C'est la confiance, l'estime et l'affirmation de soi. À 3 niveaux différents. Mais c'est hyper clé. Et c'est d'autant plus clé chez certaines populations. On se retrouve beaucoup, par exemple, en seconde ou en première professionnelle. C'est des jeunes qui, en général, ont été un peu brisés par le collège classique. Et donc, qui ont un vrai enjeu de reconstruction personnelle. Reconstruction de leur identité et d'apprendre à s'accepter à nouveau. Et ça, c'est une première population. Donc, c'est les populations qui sont en général en pro, surtout au début de cycle. Et puis, une autre population, c'est beaucoup chez les filles. Les filles qui ont beaucoup moins de confiance en elles que les garçons.
et sur lequel il y a un gros travail à faire pour leur montrer que, en fait, elles sont complètement compétentes. D'ailleurs, en fait, en général, au collège et au lycée, elles sont meilleures que les garçons, et que faut qu'elles se fassent confiance. Faut qu'elles se fassent confiance pour faire les choses, pour y arriver et pour désirer. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on constate beaucoup dans les classes, c'est qu'il y a un vrai peur de vouloir. Si je veux, je peux échouer. Donc je ne veux plus. Et ça, c'est une sorte de triptyque assez amusant qu'on observe beaucoup dans le système scolaire aujourd'hui. Quand t'es en école primaire, on te demande toujours qu'est-ce que tu veux être plus tard. Quand t'es au collège, on te dit qu'est-ce que tu vas être plus tard. Et quand t'es au lycée, on te dit qu'est-ce que tu peux être plus tard. Et en fait, cette question qui est juste charmante et tellement mignonne, qu'est-ce que tu veux être plus tard, et auquel personne n'a de difficulté à répondre. Moi, je vais être pompier, moi, je vais être princesse, moi, je vais être roi du monde, moi, je vais être n'importe quoi. Après tout, pourquoi pas? Et en fait, à partir du moment où on le transforme en une sorte de réalité hyper concrète et un peu violente, qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu peux faire, en fait, tu changes complètement d'état d'esprit quand tu penses ton futur. Parce que du coup, t'es plus du tout dans une sorte de motivation, de trouver du sens, t'es dans une qu'est-ce que je vais faire qui va pas m'emmerder. Et donc, la confiance en soi, la confiance qu'on pourrait avoir dans son futur, elle tend à disparaître au profit d'une sorte de concrètement, c'est quelles sont mes capacités ou quelle est ma destinée. Et ma destinée, c'est un peu angoissant, quoi, parce que c'est un peu déterministe. Et donc, oui, il y a tout un travail de reconstruction de l'imaginaire qu'on a de notre futur et donc de l'orientation pour en faire quelque chose de beaucoup plus positif, pour ensuite repartir de soi et ensuite travailler sur l'estime en déconstruisant toutes les représentations sociales qu'on peut avoir sur les notes, pas parce que tu as des mauvaises notes en maths que tu n'es pas intelligent, on s'en fiche complètement, chacun sa forme d'intelligence. Ou parce qu'on fait à Montessori, travailler sur l'altérité, travailler sur le relationnel, sur le collaboratif, sur le coopératif, trouver ses propres méthodes, pour comprendre que c'est pas parce qu'on n'est pas fait pour la méthode scolaire qu'on n'est pas intelligent, qu'on n'est pas compétent, qu'on n'est pas nous-mêmes, quoi. Donc complètement, c'est un énorme travail. Alors c'est un travail qu'on peut clairement pas tout faire tout seul, mais juste ne serait-ce que commencer des choses. Parfois on distille chez les gens des trucs assez chouettes et je trouve que c'est assez motivant. C'est magique. Et Sylvie, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton approche Montessori, toi ce que tu fais peut-être au collège et lycée, ou même tes connaissances que tu as de la pédagogie Montessori justement sur l'affirmation de soi? En fait, justement, nous, on travaille beaucoup ça, justement, le droit à l'erreur, le contrôle de l'erreur, le droit de se tromper. Et quand on a des jeunes qui arrivent de l'extérieur, c'est vrai que ça, ils n'ont pas travaillé du tout et qui préfèrent parfois ne rien faire qu'au risque de ne pas réussir. Et donc ça, nous, on travaille énormément là-dessus, sur le fait aussi d'accepter, de cultiver le plus possible, d'être soi-même. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas d'être dans un moule. Donc ça les aide aussi à savoir davantage ce pourquoi ils sont faits. Mais ce que je remarque aussi de ce qui fait peur aussi dans l'orientation, je trouve, c'est la pression de la société aussi, parce que parfois ils disent, je sais pas, je veux être, je dis n'importe quoi, architecte, et on va leur dire, ah mais non, t'auras jamais de boulot, il y a trop de chômage, tu gagneras pas ta vie avec ça. Il y a quand même tout un côté des adultes, même en tant que parents aussi, parce qu'il y a les peurs. Quand les enfants ne choisissent pas une voie classique qui va vraiment les mener pour les adultes au succès, ça fait peur et souvent on réfrène justement leur passion, ce qu'ils aimeraient faire. Et nous, justement, moi, à l'école, je leur dis, il faut vraiment réaliser vos rêves et ne pas répondre à la question qu'est-ce que tu vas devenir parce que ce qu'on aurait envie d'entendre, quoi, et qui soi-disant marche. Donc, ils vont devenir tous dans la finance, dans la banque, ceci, cela. Et ça, je trouve qu'aussi, c'est une grosse pression pour les jeunes. Parce que ça, je l'ai remarqué souvent, des profs à qui les jeunes disent, je veux faire tel métier. Ah, mais non, tu n'auras pas de débouché, il n'y a pas de travail. Et ça, je trouve ça super difficile pour eux. Et donc, ça, je trouve ça bien aussi, le système où on leur permet de se connaître eux-mêmes, d'être eux-mêmes. Et quand on intervient tôt, comme en 4e, c'est encore possible, quoi. Et aussi de travailler sur le fait je peux me tromper, quoi. Je peux me tromper, voilà, c'est pas grave, j'essaye, quoi, j'entreprends. Et ça, c'est hyper important, mais c'est pas trop le système français, quoi. Pas encore. Pas encore. Ça va venir. Hector, tu aurais des résultats à nous partager? Avec combien d'écoles est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Combien de jeunes vous avez accompagnés? Ouais. Alors nous, on travaille avec un peu plus de 300 établissements là maintenant, dans 75 départements, en France et depuis peu, en Wallonie également.
On travaille donc avec, on a accompagné un peu plus de 80 000 jeunes sur des parcours, donc 80 000 jeunes sur à minima 1 an. Et donc 1 an, ça équivaut à entre une dizaine et une quinzaine d'heures. Et peut-être une information, la dernière en date qu'on a sur l'impact. Alors l'impact, c'est très difficile à mesurer pour nous parce que soit on le voit à très long terme en fonction du bonheur dans la vie du jeune quand il devient adulte, soit on peut le mesurer en fonction de son état de motivation à la fin de l'année et le comparer avec celui du début de l'année. Donc peut-être pour vous donner un ordre de grandeur, on a mesuré au début de l'année l'état de motivation des jeunes vis-à-vis de leur projet. Est-ce qu'ils ont un projet? Est-ce qu'ils sont motivés par ce projet? Donc on avait 29% de jeunes qui nous répondaient oui. Donc là je mêle des élèves de 4e à la terminale. Et à la fin, il y a 89% des jeunes qui nous disent je suis très motivé par mon projet. Donc c'est énorme. Alors la difficulté, c'est que d'un point de vue rigueur scientifique, il nous manque l'information à côté, c'est-à-dire combien de stress en Impala. Par contre, on sait que en fin de terminale, il y a 73% des jeunes qui dans le système scolaire tel qu'il est aujourd'hui, se sentent plutôt satisfaits de leur projet. Donc nous, la différence, c'est que nous, on va le mesurer de la 4e à la terminale, un peu tout le temps. Donc y compris pour des jeunes qui sortent de 4e ou qui sortent de 3e, donc de base n'ont pas trop de projets. Donc voilà, c'est un peu la tâche. C'est génial. Si on avait une boule de cristal, où serait Impala dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Quels sont tes rêves pour cette entreprise? Alors nous, la manière dont on perçoit l'orientation, c'est que l'orientation commence tôt, mais ne finit pas. C'est-à-dire que l'orientation scolaire finit quand tu sors du système scolaire, par contre l'orientation ne s'arrête pas. Tu as des choix, tu en as à faire toute ta vie, et en fait c'est super. Et en fait aujourd'hui on a commencé à s'adresser à des publics scolaires, mais depuis l'année dernière, on a expérimenté sur d'autres publics, donc sur des publics en l'occurrence en situation de décrochage ou des décrocheurs, notamment avec des missions locales. On a travaillé avec des jeunes en situation de handicap. Et on a expérimenté également sur des BTS, donc des jeunes qui rentrent dans le système du supérieur. Et c'est que le début. L'objectif, c'est d'adresser tous les jeunes, puis tous les gens, de 13 à 90 ans, en France et dans le monde entier. Parce que l'enjeu de l'orientation ne s'arrête pas aux frontières de la France. Donc si je devais maintenant positionner des étapes à 5 et 10 ans, je dirais que dans 5 ans, on accompagnera peut-être 10 millions de personnes dans le monde entier, dans une quinzaine de pays, de 15 à 30 ans. Et dans 10 ans, on accompagnera peut-être 50 millions de personnes dans tous les pays du monde, de 13 à 100 ans. En tout cas, je vous le souhaite, c'est un magnifique projet. On arrive à la fin de cet entretien. Vraiment, c'était très riche et ça fait beaucoup réfléchir parce que, en effet, je pense qu'il y a du boulot sur le côté scolaire, mais également sur le côté professionnel et sur toutes les prises de décision pendant la vie d'adulte. Donc, je vous souhaite beaucoup de réussite et merci beaucoup Hector pour ton temps. C'était passionnant. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Sylvie. Ouais, merci beaucoup Hector. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, DESC-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.